Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'ESCP Alumni Santé en partenariat avec managersanté.com. Je suis ravie d'animer cette session avec Jean-Luc Stanislas. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Nada, bonsoir à tous les participants, bonsoir Lidvine. Voilà, et puis merci à tous d'être si nombreux ce soir pour ce nouveau webinaire. Je vous remercie, chers participants, de votre présence. Vous êtes nombreux à vous connecter depuis les régions de France et depuis l'étranger. Je remercie également les différentes institutions qui nous suivent depuis le début de cette série de webinaires comme la Haute Autorité de Santé et les ARS. Tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions et nous serons ravis, Jean-Luc et moi-même, de les relayer à notre experte. Je précise également que cet échange est enregistré et sera disponible en replay sur la nouvelle chaîne de managersanté.com sur YouTube. Sans plus tarder, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Madame Lidvine Vaillant pour un panorama des innovations managériales en santé. Elle est diplômée d'un Executive Master en gestion et politique de santé de Sciences Po et du groupe ESSEC en commerce international. Lidvine a réalisé sa première partie de carrière dans l'industrie pharmaceutique au sein de différents grands groupes internationaux, dans des fonctions marketing, puis en tant que manager d'équipe commerciale. Elle vient de publier un ouvrage. Le voilà, une excellente source d'inspiration. Alors, nous nous retrouvons au lendemain du lancement du Ségur de la santé qui interroge les pratiques managériales et ce soir, justement, c'est le sujet de notre webinaire puisque j'ai le plaisir de recevoir Madame Lidvine Vaillant. Bonsoir, chère Lidvine. Bonsoir, merci beaucoup à Jean-Luc et Nada de m'avoir proposé d'intervenir ce soir. Je suis vraiment très, très impressionnée et touchée de vous voir aussi nombreux ce soir. Donc, vraiment un grand merci d'être là. Merci à toi, Lidvine, d'avoir répondu à notre invitation. Je te laisse la parole pour nous présenter ton riche panorama et nous prendrons les questions avec grand plaisir. Aussi. Donc, mon intention aujourd'hui, c'est vraiment effectivement de vous montrer que il existe des innovations organisationnelles dans la santé et vous raconter en fait ce que certains ont mis en place pour donner envie à d'autres peut-être de se lancer dans cette transformation dans ce secteur qui en a tant besoin suite à, je dirais qu'il en avait déjà besoin dès l'année dernière, enfin ces dernières années, et encore plus aujourd'hui après cette crise du Covid. Et alors déjà, je voudrais vous dire en guise d'introduction un peu vous raconter pourquoi j'ai souhaité, pourquoi je me suis mise à écrire ce livre finalement. En fait, c'est le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organization, qui m'a vraiment beaucoup inspirée. Et parce que dans ce livre, il raconte comment des organisations, petites et grandes, dans le monde entier, eh bien, redonnent de l'autonomie et de la responsabilité aux acteurs de terrain. Et notamment dans la santé, il décrit l'organisation Buurtzorg, qui a été fondée par Jos de Blok et qui a totalement révolutionné les soins infirmiers à domicile aux Pays-Bas. Et parce qu'ils sont passés d'une vision très mécaniste des soins à une vision beaucoup plus qualitative de la prise en charge des patients avec un fonctionnement en équipe autonome. Et donc là, je me suis dit, voilà, j'ai eu envie de savoir si en France, certains managers, leaders inspirés prenaient en exemple ce modèle et essayaient de le mettre en place en France. Et donc, je suis partie à la rencontre d'une trentaine de pionniers de l'innovation organisationnelle. Et mon objectif, c'était vraiment d'avoir une approche très pragmatique et concrète, parce que je ne voulais pas me contenter je dirais, de beaux slogans, de belles valeurs affichées dans les brochures, et je voulais vraiment voir comment cette innovation managériale collaborative s'incarnait dans le quotidien auprès des collaborateurs, et puis aussi savoir si cette viabilité, si ces organisations avaient une viabilité économique ou s'il s'agissait plutôt d'une douce utopie, comprendre comment ces organisations motivent et responsabilisent leurs collaborateurs et bien sûr aussi voilà, connaître les difficultés que ces leaders inspirés avaient pu rencontrer.
Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet des pépites que j'ai découvertes, je voudrais vous parler vous dire 2 mots de Buurtzorg, voilà, de la société fondée par Jos de Blok. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent déjà, je m'en excuse, mais je pense que c'est important de poser vraiment, d'expliquer comment cette organisation fonctionne et la révolution qu'elle a mis en place. Alors le premier pilier de cette organisation, c'est vraiment de mettre l'humain, que ce soit le patient et l'infirmier, au centre des priorités. Et l'idée, c'est de dire que finalement, l'infirmier connaît très bien son métier et il n'a pas forcément besoin d'avoir quelqu'un au-dessus, d'un bureau éloigné pour lui dire ce qu'il doit faire, chez qui, combien de temps ça doit durer, etc. Et donc, il a la capacité à être parfaitement autonome et à savoir exactement ce qu'il doit mettre en place en termes de prise en charge. Et donc, ça part vraiment de ce principe, voilà, c'est celui qui fait, qui sait. Et donc, bien sûr, avec un postulat de confiance au départ. Le deuxième aspect, c'est d'apporter une prise en charge holistique, donc vraiment très globale, tant sociale, médicale que, pourquoi pas, spirituelle, donc du patient pour maintenir son autonomie. Et la première question que les infirmiers posent à des nouveaux bénéficiaires, c'est vraiment qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que vous puissiez vous passer de nous. Donc, c'est pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que, je dirais, on puisse passer le plus souvent, qu'on puisse faire le plus d'actes, qu'on puisse gagner le plus d'argent. Non, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que vous puissiez vous passer de nous en retrouvant l'autonomie passée et en essayant de la maintenir le plus longtemps possible. Alors ensuite, donc, ils sont structurés. Et Jos de Blok, il a monté cette structure, il a fondé cette structure en 2006. Et au départ, ils ont démarré avec 3-4 infirmiers. Et il a tout structuré autour d'équipes d'infirmières de proximité, autonomes, donc sans manager, sans management intermédiaire. Et donc, une équipe autonome, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont vraiment des responsabilités assez larges, puisqu'elles recrutent leurs collègues, elles font la prospection de nouveaux bénéficiaires, elles gèrent leur planning, elles dispensent les soins, bien sûr, elles entretiennent les liens avec les autres acteurs du tissu local, elles organisent régulièrement des réunions d'équipe, justement, pour se coordonner entre elles et être au plus près des besoins des patients. Et donc, elle fonctionne avec des rôles tournants. Tous les 6 mois, voilà, chacune prend un rôle. Et donc, les rôles sont assez variés. Il y a la gestion des plannings, l'entretien des liens avec les autres acteurs justement du territoire, le gardien de l'esprit d'équipe, le mentor qui va plus s'occuper d'aider les nouveaux arrivés à s'intégrer dans ce fonctionnement et dans l'équipe, le trésorier qui suit les indicateurs économiques, et puis le maître de maison, il l'appelle comme ça, qui est responsable de la bonne tenue du local et de l'approvisionnement en matériel. Et donc, il n'y a aucun chef, pas de manager, et ces rôles sont tournants de façon à ce que, justement, personne ne s'installe dans un rôle de leadership au détriment des autres. Et simplement, ils ont des coachs à disposition, si besoin, pour les aider à prendre des décisions et à résoudre leurs difficultés qui ne manquent pas de survenir forcément. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour éviter que le coach se mette dans une posture de manager et s'inscrive dans un rôle de suivi, contrôle, il y a un coach pour 50 équipes. Donc, autant dire qu'il n'a pas le temps de s'inscrire en contrôleur de ce que fait l'équipe. Et il est vraiment là en soutien, il est vraiment là à la demande et il n'est pas là pour prendre des décisions à la place de l'équipe. C'est vraiment pour avoir l'effet miroir et les aider, les guider dans les décisions que l'équipe a à prendre. Ensuite, l'autre aspect très important de Buurtzorg, c'est que globalement, le bon sens prime sur les procédures.
Donc ça, on pourrait vraiment beaucoup s'en inspirer. Voilà, il a un nombre de procédures vraiment réduites à leur plus simple expression. Et l'idée, c'est que en fait, les procédures en général, elles sont construites pour 5% du personnel, et donc ça n'a aucun intérêt pour lui d'élaborer des procédures et des complications qui ne font que compliquer le travail des personnes de terrain. Et pour justement veiller à ce qu'il n'y ait pas pléthore de procédures, c'est intéressant de savoir que les services supports sont vraiment réduits à leur plus simple expression, puisqu'il y a seulement 50 personnes au siège pour 10 000 salariés. Et ces 50 personnes, ils sont vraiment là au service, et ils sont vraiment là en support des équipes terrain, et pour leur faciliter le travail et les servir vraiment. Voilà, on revient à la vraie philosophie du service support. Et ensuite, bien sûr, un pilier très important, c'est un système d'information performant qui permette d'avoir un échange fluide d'informations en toute transparence, et surtout qui optimise la coordination transversale au sein des équipes. Alors, les résultats de Buurtzorg sont assez impressionnants, parce que Jos de Blok a monté ça en 2006. Il y a un peu plus de 10 ans, presque 15 ans, et donc à 3-4 personnes. Aujourd'hui, ils sont 10 000. Et donc finalement, les infirmiers ont voté avec leurs pieds, on peut dire, parce qu'aujourd'hui, Buurtzorg représente les 2 tiers des infirmiers hollandais. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un secteur, les services à domicile, où il y a énormément d'absentéisme, enfin un peu comme en France, de problématiques de souffrance au travail. Et là, avec ce modèle d'organisation, ils ont observé 60% d'arrêt de travail en moins et 33% de turnover en moins. Du côté des patients, eh bien, les patients qui ont testé à la fois le service Buurtzorg et puis un service plus classique, eh bien, il y a les 3/4 des patients qui préfèrent être pris en charge par Buurtzorg. Et autre aspect très important pour la partie prenante, je dirais, sécurité sociale, deniers publics, eh bien, c'est source d'économie, puisque ils se sont aperçus que les demandes d'urgence sont réduites d'1/3. Et le séjour moyen, quand un séjour à l'hôpital est nécessaire, le séjour moyen est beaucoup plus court. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un chiffre d'affaires, Buurtzorg, c'est un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros et il s'occupe de 100 000 clients. Donc, autant dire une structure voilà, très importante et pourtant qui fonctionne en équipe autonome et qui fait une totale confiance à ses acteurs de terrain. Donc, vous comprenez bien qu'après avoir découvert ce modèle-là, j'ai vraiment eu envie de savoir si en France, certains s'inspiraient de ce type d'organisation, des principes déclinés par Buurtzorg. Et donc, j'ai été très impressionnée de voir que finalement, il y avait pas mal d'initiatives, pas mal d'acteurs locaux. J'essaye d'enlever les vignettes, là, les mettre un peu plus loin, voilà. Hop. Donc, il y a un certain nombre d'organisations qui, en France, voilà, s'inspirent de ce modèle dans leur fonctionnement. Donc, je ne vais pas pouvoir vous parler de toutes, mais au moins quelques-unes. Et donc, la première, c'est Soignons Humains, qui est dans les soins infirmiers à domicile. C'est une association en loi de 1901. Elle est dirigée par Guillaume Alsac. Et aujourd'hui, ils ont une petite dizaine d'équipes autonomes, essentiellement dans le nord de la France, et puis aussi en Occitanie, avec la mise en place de l'expérimentation autour de l'article 51. Alors, dans les services à domicile, je vais vous parler de 2 structures qui sont très intéressantes, avec des modèles différents, donc c'est intéressant de voir ça. Il y a donc à l'Envie, moi j'ai rencontré donc Clément Saint-Olive. Et donc, à l'Envie, ça a été cofondé par 3 jeunes qui, à l'occasion de la prise en charge d'une de leurs grand-mères, ont fait un double constat. Le premier constat, c'est que c'était très compliqué de trouver une auxiliaire de vie formée, de qualité, engagée, voilà, et fidèle. Et 2, que le métier était un métier extrêmement difficile, avec beaucoup de souffrance au travail, beaucoup d'absentéisme, et peu reconnu, pas bien rétribué, et puis aussi avec beaucoup de temps partiel subi.
Et donc, à l'Envie, ces 3 jeunes ont fondé à l'Envie avec pour vocation d'humaniser l'accompagnement des personnes âgées à domicile. Et leurs auxiliaires de vie, ils les appellent des auxiliaires d'envie. Et ils veulent en faire, et ils en font aujourd'hui des professionnels de l'empathie. Donc c'est vraiment, on voit bien une autre philosophie tournée sur l'humain. Et alors Adapt Service, c'est une autre histoire très intéressante aussi, parce que c'est Antoine Blondel qui a repris cette structure en 2015. Donc c'est une franchise, voilà, Adapt Service. Et alors la particularité d'Antoine Blondel, c'est qu'il est aussi agriculteur. Donc il a 2 métiers et il est frappé par le volume, l'absentéisme et la souffrance des gens qui travaillent dans cette structure. Et donc il se dit, moi je suis pas venu, je reprends pas ce type d'organisation. Et je n'ai pas envie d'être le chef qui fait souffrir ses collaborateurs, c'est qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il a remis à plat toute l'organisation et surtout, il a lancé une vaste consultation interne pour savoir qu'est-ce qui se passait et comment on pouvait améliorer et optimiser les choses. Et donc, ça a été assez long, il faut être patient, ça a duré 2 ans. Et en 2017, il a mis en place, une par une, transformé chacune de des équipes autonomes, des équipes en équipes autonomes, voilà, avec un fonctionnement en équipe autonome. Donc, voilà, une transformation qui patiente, lente, mais déterminée, et puis surtout un chemin qui finalement effectivement n'est jamais terminé. Alors les autres innovations organisationnelles, j'irai dans ce registre des organisations responsabilisantes. Moi, j'ai rencontré Ipsos Santé, donc c'est Gabriel Divoire. Là aussi, il a cofondé avec 2 autres jeunes ce modèle de cabinet médical qui est vraiment un cabinet médical du 3e type, 3.0. Ils sont sur Paris et l'originalité de ce cabinet médical, c'est qu'il rassemble un collectif de médecins, de professionnels paramédicaux, d'assistants médicaux et de développeurs informatiques. Et c'est vraiment ça l'originalité, c'est qu'ils associent l'ensemble de ces compétences pour co-construire avec les intéressés, avec les médecins, les outils, les logiciels sur mesure, de façon à avoir des dossiers patients avec une transmission d'informations en temps réel et fluide. Et puis surtout, avec ses assistants médicaux, du coup, il décharge totalement les médecins de tout le travail administratif pour leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier, qui est quand même finalement l'échange avec le patient et sa prise en charge. Ensuite, il y a aussi des CEPAM, des caisses d'assurance maladie, qui se transforment. Et pourtant, les CEPAM sont des structures très contraintes d'un point de vue, avec un cadre réglementaire très, très strict. Et pour ma part, j'ai rencontré donc Laurent Jalado qui dirige la CEPAM de l'Aude, enfin qui dirigeait à l'époque la CEPAM de l'Aude. Et puis j'ai rencontré quelqu'un donc Stéphane Gray qui est à la CEPAM des Yvelines. Il y a aussi une autre, la CEPAM Rhône-Alpes, qui est en train de se transformer aussi. Et donc la CEPAM des Yvelines, typiquement, c'est 1300 collaborateurs. Donc c'est pas non plus la petite start-up, la petite structure facile à bouger. Et donc là, il y a aussi, pareil, il y a eu un mouvement de transformation pour libérer l'initiative de la part des collaborateurs et leur redonner un peu d'autonomie et un peu plus de responsabilité. Autre structure intéressante, autre organisation qui s'est transformée, c'est le laboratoire Biose. C'est Stanislas Desjoncker qui dirigeait cette structure de façon assez classique pendant quelques années. C'est un laboratoire pharmaceutique qui est sur le microbiote. Et lui, au moment de la crise de la quarantaine, et puis aussi, voilà, il s'est aperçu qu'il n'était pas aligné il se retrouvait plus aligné avec ses valeurs profondément humanistes. Et le deuxième aspect, c'est qu'il a réalisé que pour se développer dans l'industrie, c'est l'innovation qui est clé. Et pour laisser émerger l'innovation, il faut des structures un peu agiles. Et le modèle pyramidal a plutôt tendance à étouffer l'innovation qu'autre chose. Donc, il a transformé son organisation. Et lui, son objectif, c'est de transformer sa SARL, donc
SA en responsabilité limitée en une SA à responsabilité augmentée. Voilà, passer d'une SARL à une SARA. Ça, c'est un peu pour le clin d'œil. Mais en tout cas, il a mis en place une organisation qui favorise l'autonomie. Et globalement, il a cherché à mettre en adéquation un peu les talents de ses collaborateurs avec les besoins des clients. Voilà. Alors, voilà un certain nombre d'innovations, mais elles ne s'arrêtent pas à ces structures. Elles existent aussi dans l'univers hospitalier. Et notamment, j'ai rencontré au centre hospitalier de Valenciennes le docteur Bernard Castel, qui a mis en place un fonctionnement, une délégation de gestion assez poussée, vraiment assez large au niveau du pôle. Et donc, le chef de pôle, bien sûr, qui est médecin, dirige son pôle avec un trinôme. Donc, le médecin chef de pôle, le cadre de santé et un cadre de gestion. Et ils ont une vraie délégation de gestion, puisqu'ils gèrent 90% du budget du pôle. Donc, voilà, ils ont une autonomie budgétaire et d'engagement de dépenses jusqu'à 75 000 euros. Et ils ont aussi la possibilité, enfin voilà, l'autonomie de recrutement des salariés, des collaborateurs médecins, mais aussi paramédical, ce qui n'est pas si fréquent que ça à l'hôpital. Et donc, on peut dire que le centre hospitalier de Valenciennes, les résultats sont au rendez-vous, puisque faut savoir que le centre hospitalier de Valenciennes, c'est le premier centre hospitalier général de France. Et ces résultats financiers sont excédentaires depuis 8 ans. Donc, autant dire que c'est un modèle qui fonctionne, les médecins, du coup, sont au cœur de la gouvernance médico-économique, les circuits de décision sont plus courts, et voilà, donc beaucoup une agilité qui se développe énormément. Ensuite, autre rencontre très intéressante et passionnante, c'est la figure de Philippe Colomba du CHU de Tours. Et donc lui, il a mis en place la démarche participative en association avec l'association des soins palliatifs pour répondre son objectif, c'était de répondre, ça a démarré dans les années 90, pour répondre à la souffrance des soignants et bien sûr améliorer la qualité des soins. Alors la démarche participative, c'est simplement de prendre en compte d'intégrer l'ensemble des regards croisés sur la prise en charge des patients, et donc intégrer les avis de l'ensemble des acteurs, à savoir les infirmières, les aides-soignantes et bien sûr les médecins. Et donc cette démarche participative, elle repose sur 5 piliers. Ils sont détaillés dans le livre, je ne vais pas tous les détailler. Le premier, le plus important, c'est vraiment la mise en place de staff pluriprofessionnels, où il réussit à réunir dans un même espace, temps et de lieu, dans une unité de lieu, les aides-soignantes, les infirmières et les médecins et l'ensemble des parties prenantes autres paramédicales qui s'activent autour du patient pour décider d'un plan de soins personnalisé, et ils prennent leurs décisions avec un mode de fonctionnement très bien établi, avec 3 tours de table, après 3 tours de table, et pour essayer d'élaborer un consensus. Et si le médecin, in fine, parce que c'est quand même lui qui prend la décision, in fine, et qui porte la responsabilité. Donc, si le médecin décide de ne pas suivre le consensus qui a émergé, eh bien, il doit s'expliquer auprès de l'ensemble du staff les raisons qui le poussent à choisir et à prendre une autre décision. Et ce qui est très important, c'est qu'il est extrêmement vigilant sur le fait qu'il y ait un ordre de parole qui soit très cadré, et il fait parler d'abord les aides-soignantes, puis les infirmières et ensuite les médecins. Parce qu'il s'est aperçu que s'il faisait parler d'abord les médecins, eh bien ensuite les infirmières et les aides-soignantes ont plus de mal à s'exprimer. Et donc du coup, de ce fait-là, il se priverait du regard de ces personnels de santé qui sont en grande proximité avec les patients, et il manquerait des compétences et un regard sur la prise en charge des patients. Ensuite, j'ai découvert aussi la mise en place d'un forum ouvert en CHU autour de la question du développement durable. Et j'ai aussi rencontré une figure très impressionnante qui est celle de Dominique Pont,
qui dirige la clinique Pasteur à Toulouse, mais qui est aussi donc responsable de la délégation du numérique en santé. Et alors, la clinique Pasteur, c'est pas une petite clinique, c'est quand même une des premières cliniques de France, très réputée en cardiologie, qui regroupe quand même 1100 salariés, avec 230 médecins actionnaires. Et donc, Dominique Pont, lui, son objectif, sa pratique, il pratique un management aimant. Et il ose le dire, il l'assume parfaitement, puisqu'il dit, voilà, aimer et manager, c'est la même chose. Et donc, il réalise des immersions régulières avec ses équipes. Un jour, il va aller faire la toilette avec des aides-soignantes. L'autre jour, il va aller passer la journée avec un brancardier. Un autre moment, ça va être en cuisine. Et il met en place aussi, une fois par an, la semaine Vie mon job, où donc il pousse chacun à découvrir le métier d'un collègue sur une journée pour mieux se connaître, mieux comprendre les contraintes des autres. Et aussi, surtout, il est très, très vigilant sur le fait qu'il sait que l'ensemble de ses collaborateurs ont des idées, et donc il a créé un lieu pour leur permettre de proposer leurs idées qui permettent d'améliorer la qualité des soins. Et donc, il a créé le lieu de la fabrique où les porteurs de projets peuvent se rendre, et il y a un comité ad hoc qui aide ces porteurs de projets à réaliser ces projets. Et comme ça, il y a un projet trop de bruit en réa. Voilà. Donc, ce sont des soignants qui ont imaginé un livret de communication non verbale. Pardon, en trop de bruit en réa, c'est des soignants qui ont imaginé un outil pour donc réduire la nuisance sonore en réanimation. Voilà. Ensuite, un autre projet, c'est un livret de communication non verbale pour communiquer avec les patients qui ne parlent pas la même langue. Et la cuisine a aussi proposé de mettre en place un jardin potager sur les toits de la clinique. Donc aujourd'hui, il y a 500 mètres carrés de jardin potager sur les toits de la clinique Pasteur. Et la clinique et les cuisiniers ont aussi insisté pour mettre en place un vrai repas de mariage pour les patients qui sont en fin de vie, qui ont besoin de se marier pour protéger leurs proches. Eh bien, la cuisine propose et amène un vrai repas de mariage, un repas un peu plus festif pour marquer l'événement. Voilà. Ensuite, j'ai découvert aussi, grâce à Mélodie Fortier, une démarche de design thinking appliquée à l'organisation des soins au CHU de Rouen. J'ai interrogé aussi des cadres de santé à la PHP qui mettent en place quelques outils du Lean Management. Et puis enfin, j'ai rencontré Bruno Dalla Porta, qui est donc néphrologue dans le service d'hémodialyse au centre Édouard Rist à Paris, et qui est aussi membre de l'espace de réflexion éthique de l'Île-de-France, et qui met en place des réunions de philosophie appliquée pour aider son équipe à déchiffrer des situations complexes, et voilà, à décharger aussi la pression émotionnelle. Et donc, voilà, il propose un espace de parole démocratique pour que voilà, les gens puissent s'exprimer et réfléchir aux différents enjeux qui se posent face à des situations complexes. Voilà, donc voilà pour ces initiatives. Ce ne sont qu'une synthèse, hein, puisqu'il y a beaucoup plus de détails dans le livre. Peut-être qu'on peut déjà répondre, je pourrais déjà répondre aux questions, s'il y en a. Oui, oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup, Lidvine, pour dresser ce panorama extrêmement intéressant dans le contexte je dirais, de la situation actuelle avec le plan Ségur de la santé. Alors, la première question était quasiment une question ministérielle. Hein, la question était qu'est-ce qui serait pertinent de proposer, donc au regard de cet éventail d'initiatives innovantes, hein, pour permettre d'accompagner la transformation dans le contexte actuel que l'on connaît très, très bien aujourd'hui. Voilà, donc il y avait cette première question, et puis évidemment, c'était la richesse des différentes initiatives à différents niveaux. Ouais. Mais la première, c'est, voilà, dans le contexte actuel, on est en plein je dirais, programme du plan Ségur de la santé. C'est la première question qui est posée. Voilà. Qu'est-ce qui serait intéressant de proposer en termes d'initiatives pertinentes, voilà, et adaptées à la situation nationale actuelle?
Oui, alors ça, je ne vais pas avoir de réponse toute faite. Chaque structure, on voit bien, ces initiatives sont extrêmement différentes, elles mettent en jeu des leviers différents, chacune pousse ce niveau d'autonomie et de responsabilité plus ou moins loin en fonction voilà, des contraintes de l'organisation. Donc, il n'y a aucune recette miracle, il n'y a pas de réponse toute faite. Je crois que la première chose à faire, c'est s'intéresser aux besoins des patients et ensuite écouter le personnel. Voilà, écouter ce que les acteurs de terrain ont à dire pour construire des solutions qui correspondent je dirais, à quelque chose de concret et de réel. Voilà. Maintenant, il y a un certain nombre de… Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces initiatives, elles sont très larges. La bonne nouvelle, c'est que finalement, l'innovation organisationnelle n'est pas une question de statut juridique, hein, petit, grand, public, privé, voilà, chacun, toutes ces structures innovent à leur façon. Et il y a un certain nombre de… Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jean-Luc? Ton micro? Absolument. Il y a comment, Nada, je te laisse reprendre la main. Effectivement, il y a plusieurs questions qui sont posées. Oui, il y a d'autres questions, notamment Voilà. M. Abdelaziz Djellal, qui s'interroge relativement au management agile. Donc, que pensez-vous du management agile et pensez-vous que ce type de management puisse s'exprimer à l'hôpital selon, voilà, selon ce que tu as pu observer? Ouais. Bah, typiquement, à l'hôpital, moi, je suis très impressionnée par ce que met en place l'équipe de Valenciennes avec une délégation de gestion qui n'est pas du tout antinomique avec la loi HPST de 2009. Hein. L'idée, c'est de donner, voilà, c'est le principe de subsidiarité appliqué au niveau du pôle et donc de donner une autonomie voilà, de gestion au niveau du pôle. Il faut sans doute descendre un cran plus loin. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais et puis je trouve que la démarche participative aussi, elle est très. Alors c'est pas du management agile au sens strict. Voilà, au sens où on pourrait le rêver, mais c'est un début de démarche collaborative qui intègre l'ensemble des parties prenantes dans la prise en charge des patients. Il y a une question de Stéphanie qui concerne, je dirais, la collaboration publique-privée. Et donc, du coup, sa question qui est posée, si je la retrouve, question de Stéphanie. Donc, avez-vous des exemples d'innovation partenariat entre l'hôpital public et les cliniques privées? Voilà. Alors, oui, il y a chez Ipsos Santé, justement, donc les cabinets médicaux un peu du troisième type, ils ont un partenariat avec la Lariboisière, où donc il y a quelqu'un de Lariboisière qui vient assister à leur staff. Toutes les semaines, ils ferment leur cabinet pendant une demi-journée pour discuter des cas des patients. Et donc, il y a quelqu'un de Lariboisière qui vient, un médecin qui vient pour les aider et aussi réfléchir ensemble, réfléchir à plusieurs je dirais, aux situations des patients un peu plus compliqués qui nécessitent un regard un peu hospitalier. Et inversement, il y a des médecins d'Ipsos Santé qui vont aussi à la RIB voilà, pour des échanges de bons procédés. Donc il y a cette initiative qui cherche. Et c'est vrai que toutes ces organisations responsabilisante type dans les soins infirmiers à domicile, etc. Il y a cette volonté je dirais, de mailler le territoire, quoi. Et je crois que d'ailleurs aussi au Centre hospitalier de Valenciennes, il y a beaucoup d'initiatives au niveau du territoire et pour décloisonner justement l'offre de soins, quoi, et pas raisonner en silo comme on a trop l'habitude. J'ai une question de Lydienne Mathieu, qui est une question en lien avec l'humain, je dirais, replacer l'humain au centre des préoccupations et des organisations. Alors, voici sa question. Pensez-vous que remettre l'humain au centre des préoccupations passerait par une prise en compte des processus subjectifs inconscients qui interviennent dans les métiers de la relation et des soins? En clair, les soignants disent en permanence la priorité quand même, c'est d'être auprès de la personne en situation de besoin de soins de santé. Est-ce que les organisations peuvent aussi centrer quelque part leur stratégie sur l'humain? Voilà. Oui, je pense que c'est un peu toute l'idée.
C'est que quand on dit l'humain, centré sur l'humain, c'est l'humain patient, et c'est aussi l'humain collaborateur, enfin salarié, soignant, mais c'est bien sûr aussi s'intéresser et mettre le patient au centre, quoi. Donc, clairement, je ne connais pas toutes les finesses de la psychologie, mais c'est clairement l'idée de s'intéresser et de surtout faire parler les acteurs de terrain qui ont une vision très précise finalement de ce qu'il faudrait faire pour être plus au contact du patient et servir mieux le patient. Alors, justement, à ce titre-là, on parle beaucoup actuellement d'un effet, je dirais, non pas de mode, mais simplement une préoccupation. On parle beaucoup de l'expérience patient. Ouais. Est-ce que, à travers les différents retours d'expérience que tu as pu recueillir à l'échelle nationale, est-ce que tu as perçu, en tout cas, une volonté, ici ou là, de valoriser finalement la question de l'expérience patient dans des initiatives de nature managériale? Oui, c'est même, je dirais, c'est même un des dénominateurs communs de toutes ces initiatives, de toutes ces démarches, de toutes ces réflexions. C'est clairement d'avoir une culture du soin qui soit centrée sur les besoins du patient. Dans toutes ces structures, dans toutes ces innovations, les besoins du patient sont au centre. Et l'organisation ne vient qu'au service des besoins du patient. Et non pas l'inverse, où aujourd'hui, finalement, c'est plutôt le patient qui s'adapte aux contraintes de l'organisation. Et là, dans toutes ces structures, c'est vraiment le patient qui est central, quoi. Et ensuite, toute l'organisation est pensée par rapport aux soins qu'on doit offrir. Dans les autres dénominateurs communs, je continue ou vous avez d'autres questions? Non, il y a tellement de questions que C'est vrai. du coup, oui, il y a beaucoup de questions. Il y a une question qui arrive là sur l'expérience de Rouen. Certaines personnes demandent à ce que tu puisses développer un peu le concept du design thinking. Est-ce que tu peux… Alors, très rapidement, le design thinking, c'est une méthodologie qui cherche à concilier les besoins du patient avec la faisabilité technique et avec la faisabilité économique. Voilà. Et donc, c'est une démarche qui consiste à prendre en compte l'ensemble des parties prenantes sur un sujet donné. Et donc là, en l'occurrence, sur la question, c'était quel hôpital de jour, c'était le pôle viscéral du CHU de Rouen qui se posait la question, quel hôpital de jour on veut pour demain. Et donc, ils ont mis en place une démarche extrêmement large en consultant et en mettant ensemble aussi l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient médicales, soignantes, administratives, logistiques, techniques, et puis donc d'avoir une réflexion, une démarche un peu itérative, essai-erreur, entre guillemets, c'est pas tout à fait ça, mais c'est lancer des idées avec une démarche assez ouverte au début, et puis ensuite on teste un peu les idées qui sont proposées, on fait un prototype, et ensuite on évalue la faisabilité, et in fine, ça aboutit à voilà, une proposition d'hôpital de jour pour le CHU de Rouen qui devrait voir le jour dans les prochaines années. Parfait, merci beaucoup, Lidvine. Donc, je te laisse poursuivre ton exposé parce que tu as Ok. encore beaucoup de choses à partager avec les participants qui sont très nombreux. Hein, donc, on les en remercie encore. Voilà, c'est à toi. Super, merci beaucoup. Donc, je disais, un des premiers dénominateurs communs, c'est vraiment de s'orienter, de se centrer sur les besoins du patient. L'autre caractéristique de ces initiatives, c'est vraiment la notion de raison d'être. C'est très important. Une raison d'être qui rassemble l'équipe, qui guide en fait toutes les décisions. Et cette raison d'être en général, elle est en lien avec l'intérêt général, justement. Et donc, la raison d'être, finalement, finit par dépasser les simples intérêts de la structure en question. Et du coup, c'est intéressant parce que ça bouscule le concept de compétition. Par exemple, Jos de Bloch, pour Buurtzorg, il a écrit un bouquin avec tout ce qu'il a mis en pratique, voilà, pour monter son organisation avec son mode de fonctionnement, et il l'a envoyé à ses concurrents pour essaimer, et puis aussi il intervient très gratuitement pour ses concurrents, pour les conseiller, et voilà, parce que l'idée c'est vraiment, voilà, de transformer les soins à domicile, et donc il n'y a pas de frontières, quoi. De même,
en France, cette réalité existe aussi, puisque les structures dont je vous ai parlé, donc Soignons Humains, À l'Envie, Adapt Service, plus deux autres que sont Vivat et donc l'Atelier 48, ils ont monté un collectif qui s'appelle l'Humain d'abord et qui a pour objectif d'accompagner les structures qui souhaitent se transformer et aller vers ce fonctionnement en équipe autonome. Donc, vous voyez que c'est voilà, un aspect très, très important. La raison d'être, du coup, engendre, comme elle est liée à l'intérêt général, eh bien, voilà, les murs s'effondrent et il y a un projet très vertueux qui s'installe. Ensuite, il est clair que les dominateurs communs de ces initiatives, c'est un top management et des managers qui sont exemplaires et impliqués, embarqués, que ça, je dirais, il ne s'agit pas seulement de faire des beaux discours, de changement, de transformation, etc. Il s'agit vraiment que le management, le top management, soit exemplaire et je dirais, montre le chemin, quoi. Et ça nécessite d'ailleurs un très gros travail de tous ces managers inspirés, un gros travail personnel et donc une remise en cause aussi parfois de ses croyances et de façon à être crédible quelque part et pouvoir emmener ensuite ses collaborateurs. Donc là, une notion aussi très importante de toutes ces structures, finalement, c'est la notion d'équipe qui émerge. Et donc l'idée, la difficulté, c'est d'être le juste équilibre entre autonomie responsabilisante et indépendance, parce que qui dit autonomie ne dit pas je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, non. Dans toutes ces structures, l'autonomie, le revers de la médaille, c'est la responsabilité. Donc, ça veut dire que l'autonomie est encadrée. C'est très structuré. Il y a une charte, il y a des règles d'équipe. Simplement là, au lieu que ce soit des règles qui soient dictées d'en haut et qui n'ont pas de réalité pour les acteurs de terrain, et ben là, ce sont des règles construites, co-construites avec l'équipe, qu'elles se fixent elles-mêmes et du coup, forcément, chacun est beaucoup plus lié à ces règles et à ces chartes et les assume et les vit au quotidien plus facilement. Ensuite, ça veut dire aussi la mise en place d'un processus d'intégration des nouveaux, parce que ces modes de fonctionnement sont pas si fréquents, et donc il faut accompagner. L'autonomie, ça s'accompagne, ça s'improvise pas, et donc il faut accompagner les nouveaux entrants dans les équipes. Et il faut aussi élaborer un processus de résolution de conflits. C'est-à-dire que, comme toute entité humaine, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de chef qu'on s'entend tous super bien. Non. Les conflits ne manquent pas d'émerger. Et donc, simplement là, c'est l'idée qu'il ne s'agit pas d'éviter les conflits, il s'agit de les traverser ensemble et d'apprendre à les traverser ensemble. Voilà. Et donc, avoir une formation à la communication non violente, aux méthodes de communication orientées solutions, parce que mettre en place un certain nombre de structures. Ensuite, bien sûr, on l'a dit, des outils digitaux performants pour fluidifier l'information et la circulation de l'information. On n'est plus du tout dans le registre l'information c'est le pouvoir, non. Là, c'est vraiment l'information circule et est transparente. Et puis, bien sûr, dans ces structures, il y a un climat propice qui fait qu'on peut être soi-même et on peut exprimer ses craintes, par rapport à un projet, ses craintes, ses peurs, sans crainte d'être jugé, sans jugement, sans crainte du regard des autres. Et donc, il y a une communication beaucoup plus transparente qui s'installe et par rapport à ce qu'on peut voir en lien avec la culture du secret et la culpabilisation. Et on capitalise sur les erreurs pour avancer ensemble. Voilà. Alors ensuite, donc ces dominateurs communs, ces recettes, ces organisations, elles nécessitent de travailler très en profondeur sur à la fois le collectif et sur soi-même. Et il faut pas, et c'est vrai que ça va très très loin parce qu'il s'agit de transformer bien sûr la façon dont on fonctionne pour favoriser la responsabilité.
Mais il s'agit aussi de travailler sur la culture de l'organisation, donc sur les croyances, sur les missions, les valeurs, et donc ça, pour favoriser une transformation culturelle en profondeur de l'organisation. De même, au niveau individuel, il faut faire un travail sur soi, sur les façons de faire voilà, qu'on peut avoir, de façon à être aligné et de plus en plus authentique entre tête, cœur et tripes. Et il faut aussi aller jusqu'à la transformation en profondeur de soi-même et travailler sur sa relation à son ego, ses ressentis, ses croyances, de façon à se libérer soi-même avant d'espérer libérer l'autonomie et la responsabilité de ses collègues ou de l'organisation. Voilà, donc ça c'est toutes les structures font ce travail et c'est un chemin qui n'est jamais terminé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est vraiment un travail qui prend du temps, qui est long, mais qui est passionnant. Voilà. Alors, désolé, Vas-y. il y a tellement de questions. Il y en a une de Brahim. Alors, Nada, est-ce que tu pourrais peut-être poser la question de Brahim, qui est une question longue, Oui, mais très pertinente. Allons-y. c'est une question très pertinente. Merci Brahim de cette question et nous vous remercions de nous suivre depuis l'autre rive de la Méditerranée. Donc Brahim est connu depuis le Maroc. Donc, il est chercheur et il pose une question justement en lien avec le management et l'économie de la santé, qui dit: quelles pistes de réflexion pouvez-vous nous suggérer pour repenser la recherche sur la performance hospitalière et les pratiques managériales, et comment peut-on viser une forme de synergie entre ce qui était prévu et ce qui va être changé? Comment on peut prendre la vague? Dans la recherche. Et après le Covid. Et après le Covid. Je sais pas. Encore une fois, je dirais, c'est de revenir à la base. J'ai pas de recette miracle, mais c'est de s'intéresser à d'abord, c'est quoi l'objectif, c'est quoi la raison d'être de la structure, de l'organisation. Voilà, c'est qui sert-on de façon à ensuite imaginer un fonctionnement qui soit plus en accord avec la raison d'être et l'organisation souhaitée, quoi. Mais bon, je suis assez mal placée pour d'emblée trouver des solutions comme ça à des problématiques aussi vastes. Bien sûr. En Oui, revanche, le slide que tu présentes là maintenant semble être une piste sans doute de solution. Voilà. Oui, bien sûr, parce que oui. Alors vas-y, parle-en un petit peu. Voilà. Puis après, on laissera Sophie Maillard poser une question, parce qu'elle a une question justement en lien avec ça. D'accord. La question de l'autonomie. Donc voilà, je te laisse présenter ce slide-là, parce que le temps avance malheureusement. C'est passionnant, hein, vraiment. Ouais. Alors vas-y. Donc oui, l'idée, c'est pour, je dirais, libérer l'autonomie et la rationalité. L'idée, c'est de passer d'un management top-down vers un management beaucoup plus bottom-up. Et donc un management où on part du patient, encore une fois, et puis ensuite c'est une interaction permanente et une discussion, une co-construction. Il ne s'agit pas que c'est pas les intervenants de terrain qui sont du coup qui prennent le lead, non, c'est une co-construction et on capitalise sur les compétences complémentaires de chacun pour ne pas se priver du regard des acteurs de terrain, mais surtout au départ on part des besoins du patient, quoi. Voilà, avant d'imaginer quoi que ce soit. Je continue ou... Oui, alors juste simplement, Jacques Fuchs dit: pourquoi encore montrer une pyramide même inversée? C'est vrai, voilà. Il a raison, c'est pas une bonne idée. Il a tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est vrai que justement, dans le livre, je fais quelques recommandations et j'ai même eu la prétention d'imaginer une structure hospitalière idéale. Et donc, je vais la présenter rapidement. Voilà, ça devrait être plus circulaire que pyramidal, effectivement. Merci, Jacques. L'idée, c'est vraiment, en tout cas pour l'organisation des soins, c'est, on l'a dit, mettre le patient, l'inscrire comme un vrai partenaire de ses soins. Il a une expérience patient à valoriser.
Et c'est de mettre en action le principe de subsidiarité en action au niveau du service et pas forcément et plus au niveau du pôle, descendre un cran plus loin que ce que peut faire Valenciennes, avec un binôme chef de service, cadre de santé. Et bien sûr, un choc de simplification administrative parce que l'enjeu, c'est de dégager du temps pour que les soignants puissent être auprès du patient. Et donc, toutes les procédures administratives éloignent ces professionnels vraiment du terrain et de la présence auprès des patients. Et puis, de viser une gouvernance médico-économico-soignante partagée. Voilà, l'ensemble des parties prenantes partagent la responsabilité de l'organisation et pourquoi pas avec un leadership tournant en fonction des sujets. Voilà. Donc c'est une organisation un peu simpliste comme ça, mais ce que j'ai voulu exprimer, c'est ça, c'est vraiment l'idée que le patient est un des rouages, un des acteurs forts à remettre au cœur de l'organisation et aussi avec une organisation un petit peu plus structurelle, plus circulaire pardon, que pyramidale, effectivement. Alors, on a une question et malheureusement, le temps passe tellement vite, il reste que quelques minutes. On ne pouvait pas faire l'impasse quand même des structures médico-sociales parce que beaucoup de questions sont posées à ce niveau-là. Il y a une question de Pascal Marcoux qui dit que vous inspirent les situations vécues en EHPAD avec le Covid au vu de votre expérience? Est-ce qu'il y a des axes de travail prioritaires selon vous compte tenu de la situation que l'on connaît tous? Oui, c'est sûr que dans ces structures-là, c'est très compliqué parce que la structure elle-même, comme elle est tournée vers la rentabilité, eh bien, elle finit par être maltraitante sur ses collaborateurs, quoi. Et donc, c'est très compliqué. Ça nécessite de revoir et de repositionner les priorités. Voilà, tout simplement. Qui est prioritaire? Est-ce que c'est voilà, le fait de gagner beaucoup d'argent ou est-ce que c'est le fait de soigner, d'apporter des soins de qualité, d'accompagner? Et on voit bien que les soignants sont vraiment complètement tiraillés parce qu'on leur demande de faire un travail qui finalement ne correspond plus du tout à leur éthique et à leur formation initiale. Et donc, voilà, dans ce contexte-là, l'institution finit par devenir maltraitante. Donc, la piste, là encore, c'est de repositionner les vrais enjeux. Et compte tenu du vieillissement de la population, je dirais que moi, la piste, c'est de s'inspirer de ce qui se passe dans les équipes autonomes, dans les structures qu'on a vues, où on voit bien que les professionnels de santé, quels qu'ils soient, sont parfaitement responsables et engagés et sont tout à fait à même de proposer des solutions qui peuvent être prises en compte pour une organisation plus humaine et qui, in fine, aura un impact positif sur la qualité des soins. Oui, c'est passionnant. Il y a encore plein de questions. Désolé, Lydivine, mais le temps est très court. Qu'est-ce qu'on fait, Nada? Peut-être encore une ou deux questions. Je te laisse la main, Oui. Nada. Prenons encore quelques questions et c'est vrai que le sujet est très passionnant. Et correspond à l'actualité. Donc, on s'interroge tous sur des axes d'amélioration qui nous touchent. Donc, on a une question de Sophie Maillard encore. Quels sont les outils digitaux centrés sur la personne qui sont aujourd'hui disponibles dans le soin et l'accompagnement de ce que tu as pu voir? Ouais. Alors là-dessus, les outils digitaux, c'est aussi très. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Je crois que d'ailleurs Sophie Maillard, elle a une start-up qui propose un outil de transversalité au sein des acteurs du territoire. Mais l'important, c'est vraiment la simplicité. C'est les outils digitaux doivent servir l'organisation, doivent servir la qualité des soins du patient, doivent servir. Voilà, il ne faut pas se tromper d'objectif. C'est pas si les outils digitaux compliquent la vie des soignants et des patients, effectivement, c'est contre-productif. Donc, c'est pas les outils digitaux pour les outils digitaux, c'est vraiment les outils digitaux au service de la transversalité, de l'échange et de la complémentarité de l'ensemble des acteurs du soin. D'où l'intérêt de partir du terrain et d'être dans une démarche de co-création pour avoir des solutions vraiment adaptées aux besoins. Et c'est vrai que l'approche est complètement inversée pour les industriels qui aujourd'hui doivent être au plus proche de l'utilisateur final, que ce soit le soignant ou le patient. Alors, Monsieur Jacques Fuchs, challenge encore. Et,
et nous interroge pourquoi ne pas passer d'abord par du management négocié avant le management participatif, avec une référence à R.C. Blanchard. Ah, bah écoute, je ne connais pas le management négocié, donc j'aurais du mal à le commenter. Voilà, pour moi, c'est l'idée de ce management participatif et de la co-construction qui prime. Après, peu importe comment on l'appelle, mais il y a certainement des nuances qui m'échappent. La question en filigrane, puisqu'on connaît tous le concept du management participatif, mais c'est simplement un petit peu le reflet de la demande des communautés soignantes. Hein. Ils souhaitent être consultés Oui, pour tout, bien sûr. pour tout, Oui. y compris sur des modes de gestion. Et donc, du coup, c'est certainement en lien avec la question posée, c'est-à-dire le côté, la dimension de négociation, c'est peut-être aussi en lien avec la concertation. Oui. Les professionnels ont peut-être besoin d'être davantage consultés avant d'envisager, je dirais, des changements de différentes formes. Voilà. Oui, bien sûr, bah, c'était l'idée de la slide de pyramide inversée. Voilà, l'idée, c'est pas de faire des procédures pour faire des procédures, c'est de vraiment impliquer les acteurs de terrain avant d'imaginer un mode de fonctionnement. Voilà. Et tant que les modes de fonctionnement ne sont pas co-construits ou les règles ne sont pas co-construites avec les équipes qui sont en lien avec le patient, eh ben, on tombe souvent à côté, quoi. Absolument. Alors, comme tous les continents sont représentés ce soir, hein, on a une question des Antilles et de la Guadeloupe hein, posée par Lucien Jean-Denis, qui est un de nos partenaires et qui exerce au CHU de Pointe-à-Pitre. Et il demande, ce n'est pas de l'humour, hein, il demande est-ce que l'âge du manager peut avoir une incidence sur le type de management? Voilà. Ben, je ne pense pas. Je ne pense pas. Personnellement, je pense que c'est une question d'état d'esprit et puis de transformation et de volonté et d'alignement, voilà, d'alignement interne. Et la question de l'alignement, je ne crois pas que ce soit une question d'âge. Peut-être qu'on trouve un management plus agile chez les plus jeunes, plus que chez les plus âgés, mais je pense qu'on a tous besoin, quel que soit notre âge, d'être alignés et d'être en cohérence avec nos valeurs et nos croyances profondes. Et voilà, donc je ne pense pas que ce soit une question de génération. Bien. Nada, la conclusion parce que... Oui, la conclusion, parce que nous avons beaucoup de questions et je pense que les prochaines semaines et puis le résultat aussi du Ségur de la santé nous apportera un éclairage et puis des réponses concrètes également et je pense que nous l'espérons tous. Merci beaucoup Lidvine de cette très riche intervention. Merci de nous avoir présenté ce panorama. C'est vrai qu'il y a beaucoup à prendre et à adapter. Que ce soit des expériences françaises ou internationales, notamment les pays nordiques qui sont un peu plus que nous, comme à chaque fois, et qui nous inspirent. Merci à tous les participants de vous être connectés aujourd'hui. Merci à Jean-Luc d'avoir participé à cette animation, d'avoir sauvé, parce qu'au début... Le plaisir est partagé. Et le livre que... Oui, le livre, voilà, vraiment à lire sans hésiter. C'est une mine d'informations extrêmement intéressante qui va vous permettre, en tous les cas, d'avoir des éléments de réponse. Voilà. Merci beaucoup Jean-Luc et Nada pour votre invitation. Merci pour toute cette pub et cet enthousiasme, ça me fait plaisir. Voilà. Et les participants remercient beaucoup Lidvine pour la qualité, la qualité, la diversité en tous les cas des éléments d'analyse, de réflexion, surtout de proposition. En tous les cas, ce sont des bravos qui s'accumulent. Donc bravo Lidvine, hein, voilà, c'est formidable. Et puis merci les participants d'être aussi présents pour aborder en tout cas ces différents sujets passionnants, hein, voilà, les uns après les autres. Hein. Oui, sans fin. Absolument. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec M. Olivier Babinet et Mme Corinne Isnar-Vanis pour parler de la e-santé. Donc, ils vont nous aider à mieux comprendre toute la portée des initiatives qui ont été menées. Je vous souhaite une très bonne soirée et portez-vous bien. Au revoir.